en ligne Progress. Donc maintenant, vous pouvez la voir directement sur la plateforme des uns et des autres. Alors pour les participants en ligne, bien entendu, on vous demande de fermer vos micros. Pour les participants dans la salle, vis-à-vis des mesures sanitaires, si vous souhaitez, vous pouvez mettre votre masque ou pas. En tout cas, la loi belge a indiqué que ce n'est plus obligatoire. Donc c'est libre. Et nous allons réserver un slot important pour les questions-réponses. Vous la petite fenêtre. Ah d'accord, I got it. Ici, voilà, d'accord pour l'enregistrement. Donc on va réserver du temps pour les questions-réponses, puisque finalement, l'intérêt c'est aussi donc, les participants qui se sont déplacés, qui pourront poser des questions aux uns et aux autres aussi. Alors, un grand merci à Schema Publica et à Claude Revel, sa directrice, pour le partenariat avec l'UNIDI Bruxelles. Cette conférence est un premier pas, mais j'espère que nous pourrons aller plus loin et nous pourrons discuter après la conférence. Alors, nous sommes ici pour parler d'un rapport inédit, très intéressant, sur ce que pensent les jeunes du monde du travail. Et encore tout à l'heure, j'étais moi-même étonné de voir le terrain, je dirais, le nombre de tweets qui ont été analysés, 55,5 millions de tweets. Donc 55,5 millions de tweets ont été analysés de jeunes d'Afrique du Sud, du Brésil, de Chine, des États-Unis et de France. Donc c'est un matériau vraiment extrêmement intéressant, permettant d'analyser des analyses nationales, européennes pour la France, des États-Unis, la Chine pour l'Asie, le Brésil, l'Afrique du Sud, mais également de comparer. Et donc, nous pourrons en parler au cours de cette session. Et la note de Schema Publica sur la jeunesse internationale au travail, défiance envers l'entreprise, qui est disponible également sur le site. Alors, un grand merci à nos intervenants que je vais également présenter. Alors, d'abord, Madame Revel, directrice de Schema Publica. Merci. Xavier de Maison, qui est président fondateur du groupe Antidox, qui est avec nous en ligne. Et nous aurons également Sarah Vallée, qui est chargée de projet Schema Publica. Après la présentation donc, du rapport, nous passerons sur la table ronde et nous pourrons échanger avec nos intervenants. Thomas Huspi, vous êtes étudiant à Schema Business School, ancien président de l'association pour parler. Raquel Torres-Prol, vous êtes en ligne, vice-présidente de Jeunes Entrepreneurs de l'Union européenne. Madame Béatrice Richer-Baume, vous êtes directrice générale d'ECODA, qui est l'association de la Confédération européenne des directeurs. Et Monsieur Pablo Cornidé, vous êtes chargé de mission au bureau à venir du travail, emploi des jeunes, la direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion de la Commission européenne. Et pour ma part, je suis Patrick Gilabert, donc je suis le représentant de l'ONUDI, ici à Bruxelles. L'ONUDI est l'Organisation des Nations Unies qui promeut un développement industriel inclusif et durable. Et nous avons posé sur vos chaises le rapport de l'ONUDI, le rapport de coopération entre l'ONUDI et l'Union européenne. Et vous pouvez donc downloader ce rapport à partir des différents petits flyers que vous allez trouver sur vos chaises ici. Voilà. Donc, encore une fois, merci. Je vais céder la parole à Claude. Vous avez la parole pour présenter les conclusions du rapport. Merci. Bonjour à tous. Merci à l'ONUDI d'avoir co-organisé et de nous recevoir aujourd'hui pour cette réunion. Et merci à tous d'être présents en ligne ou physiquement. Et d'abord, quelques mots sur donc, Schema Publica, le think tank qui est un think tank donc, indépendant, adossé à Schema Business School. École qui, comme vous le savez, dispose de plusieurs campus, des vrais campus dans 5 pays du monde, hein, France, États-Unis, Chine, Brésil et Afrique du Sud. Et donc ce think tank a été lancé fin février
avec un certain nombre de productions de divers ordres. Je parlerai un peu tout à l'heure. Alors, c'est quoi ces caractéristiques par rapport à beaucoup d'autres think tanks? Il est résolument et pour de bon international, puisqu'il est fondé sur ces chercheurs internationaux ou experts et sur des sources absolument internationales, c'est-à-dire qu'on ne fera pas d'études ou de papiers qui ne soient pas absolument à portée internationale, sources internationales, portée internationale. Voilà. Deuxièmement, il vise des politiques publiques, et il vise à éclairer les politiques publiques et surtout à les éclairer le plus possible en amont. C'est pour ça qu'on a fait cette étude de ICE et travail. C'est-à-dire à donner, comment dire, l'intelligence économique, qui est un peu la culture de certains ici, des signaux faibles, des signes précurseurs, les identifier le plus en amont possible pour identifier les problématiques et donc évidemment essayer de les approcher, de les traiter au mieux. Et la dernière caractéristique, c'est le côté hybride, c'est-à-dire qu'on va chercher au maximum à faire des productions à la fois basées sur l'intelligence numérique et sur l'intelligence humaine. Et toujours derrière, des propositions, des recommandations, puisque un think tank, c'est de la production de pensée, mais c'est aussi de la recommandation opérationnelle. Donc, on touche à plusieurs sujets. Vraiment, je vous suggère d'aller sur le site Schema Publica, avec un K, et vous verrez dans l'intelligence artificielle, l'intelligence compétitive, etc. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler plus d'un rapport qui s'appelle ICE, qui était notre premier grand rapport, Emerging Youth Earth Science, qui avait pour but, et qui a fait d'ailleurs, qui a saisi les perceptions de jeunes de 5 nationalités différentes, donc celles des pays de Schema, sur 5 sujets politiques: les médias traditionnels et la presse, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, la sécurité et le monde du travail. Le but, c'était 15-24 ans, et le but, c'était de saisir vraiment les perceptions très en amont de gens qui ne sont pas encore forcément rentrés dans la vie politique. Et donc, c'est une étude comparative qui, objectivement, est inédite, à la fois par toutes ses caractéristiques. Patrick a rappelé le nombre de dizaines de milliers de tweets qui ont été analysés, mais il y avait quand même des aspects qualitatifs, puisqu'au début, ce sont une trentaine d'étudiants Schema de 10 nationalités qui ont déterminé les sujets. Ce n'est pas nous. Alors. Et donc, juste avant d'arriver à la partie travail, les préoccupations, il y a quelques résultats quand même de cette étude inédite. Les préoccupations des jeunes apparaissent les mêmes souvent, mais en réalité, ils mettent souvent des significations différentes sous les mêmes mots. Donc ça, bon, je ne vais pas détailler, on n'a pas le temps, mais c'est un point important que les politiques devraient regarder, parce qu'ils peuvent faire des faux sens, en imaginant qu'on utilise tel ou tel mot, mais on n'a pas la même traduction selon les nationalités, même s'il y a des préoccupations communes. Deuxièmement, ce qui nous a surpris, un appel à l'État, quand même, au pouvoir public, en tout cas un appel à la régulation sur plusieurs de ces sujets. Et une certaine méfiance, et là on arrive au travail, non seulement vis-à-vis du travail, mais vis-à-vis des médias sociaux, vis-à-vis de la presse. Et donc, c'est une espèce de préoccupation de la vérité, ce qui est plutôt rassurant d'ailleurs, car on veut la vérité. Et donc, en ce qui concerne le travail, qui est notre but aujourd'hui, il nous a paru intéressant d'en faire une étude particulière que Sarah a rédigée à partir d'un spin-off de cette grande étude, si vous voulez, parce que ça nous semblait vraiment fondamental comme sujet. Et en plus, ça concerne vraiment toutes ces nationalités. C'est quand même assez... Et là, par contre, les conclusions sont relativement similaires. Elles ne sont pas complètement, même si elles ont, je disais tout à l'heure, quelques traductions différentes, mais quand même, il y a une communauté. Donc, il nous semblait qu'il fallait se pencher sur ce sujet, et on souhaite associer le maximum de parties prenantes à la réflexion. La réunion d'aujourd'hui, pour nous, c'est un socle, c'est un début d'une réflexion avec des parties prenantes à la fois nationales, internationales, multilatérales, pour arriver à vraiment réfléchir sur les paradigmes même, on a des idées, hein, bien sûr, mais tout le monde en a, sur les paradigmes même de la relation des jeunes au travail, à l'entreprise et au travail en général, qui pourraient donc faire l'objet de recommandations internationales un peu larges. Donc on espère qu'on se reverra. Et on vous remercie par avance de tout ce que vous pourrez dire et aussi les participants des suggestions que vous pourrez faire. Merci.
Maintenant, je passe la parole à Xavier Desmaisons, qui a été le grand organisateur de cette recherche massive de données. Merci Claude. Oui, alors quelques mots sur la méthodologie qu'on a employée. Bon, le sujet d'observer les jeunesses et d'essayer d'analyser des opinions ou une opinion de ces jeunesses est pas trivial. On est parti sur une méthodologie qui a comme principe l'observation de la conversation sur Internet. Alors, ce qu'on appelle l'analyse des opinions spontanées. Alors, pourquoi on a fait ça? C'est que cette opinion spontanée, expression, c'est-à-dire non sollicitée par une question, la production de contenu et d'opinions sur les réseaux sociaux, pour le dire autrement, a plusieurs avantages, comporte plusieurs avantages pour l'analyse. Déjà, dans un premier point, c'est que ça nous évite de projeter des a priori sur ce que pensent, entre guillemets, les jeunes. Donc, quand on utilise la méthode de l'enquête, on va poser des questions et donc la question détermine un petit peu la réponse. Là, on se met dans une posture plus d'observation, qui a son biais, j'y reviendrai. Mais voilà, premier point. Deuxième point, c'est que ça évite un jeu relationnel que les sondeurs connaissent entre l'interviewé et celui qui pose ou celle qui pose les questions, c'est-à-dire des tentatives de jouer avec l'intervieweur. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Le troisième, c'est qu'on peut cartographier des relations de pouvoir, des dynamiques des conversations, juste en observant ce qui se passe et en utilisant la data et les cartographies de data pour arriver à mieux comprendre la conversation. Et puis, bon, il y a la question des données massives qui a été déjà soulignée tout à l'heure. C'est vrai qu'on peut du coup avoir une masse de données assez rapidement et à un coût relativement faible. Donc, ces méthodes d'analyse de l'opinion elles sont relativement récentes, mais on peut les classer sous un terme de recherche qui sont les humanités numériques. Et c'est tout un courant de recherche qui s'est développé dans les 10-15 dernières années, depuis les premiers forums de discussion. Alors qu'il y a aussi ces biais, quelques points sur le biais. Évidemment, chacune va penser tout de suite à la question de la représentativité. Tout le monde ne s'exprime pas sur les réseaux sociaux et donc du coup on a évidemment un premier élément de biais. Alors, on verra qu'il y a quand même beaucoup dans ce public-là, mais dans d'autres publics aussi, on a quand même beaucoup de personnes qui s'expriment. Deux, on a un autre biais qui est que la conversation elle est souvent animée par des émotions fortes, la colère, la tristesse, tout ce qui relève de l'énervement souvent est très viral sur les réseaux sociaux et donc c'est un biais aussi. La troisième, c'est qu'on a de nombreux acteurs, États, entreprises, militants politiques, sociaux, qui manipulent l'opinion en ligne, qui simulent des mouvements d'opinion. Donc, on peut être aussi travaillé par ces acteurs-là. Et puis, la quatrième, c'est qu'il faut déjà identifier avec certitude sur des réseaux sociaux ce qu'est un jeune. Déjà, philosophiquement ou sociologiquement, c'est une question qui est complexe. On est parti du principe que c'était les personnes âgées de 18 à 24 ans. Et puis, après, il faut arriver à savoir, tout le monde ne dit pas quel âge il a sur les réseaux sociaux, donc on a tout un process pour arriver à analyser ça. Bon, une fois qu'on s'est dit qu'il y avait des avantages, mais aussi des biais dans cette analyse, bon, on est parti sur l'idée qu'on allait segmenter, sérier le sujet autour de 5 thèmes. Claude l'a déjà présenté, les médias et la presse, les réseaux sociaux, donc tout ce qui est communication, le rapport aux nouvelles technologies, la question de la sécurité et la question du rapport au monde du travail. Et puis, on s'est intéressé à 5 pays où Schema est implanté, donc l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, les États-Unis et la France. Et puis, on a consulté des étudiants de Schema pour nous donner une idée de ce qui les intéressait. C'est comme ça qu'on est sorti ces 5 premiers thèmes, ces 5 thèmes qui ont été verticaux pour nous et importants. Alors, des étudiants de beaucoup de pays, belges, brésiliens, chinois, américains, français, gambiens, indiens, italiens, roumains, sénégalais, donc des étudiants Schema. Et donc, on les a interrogés entre septembre 2020 et mars 2021. 8 thèmes ont émergé, on en a choisi 5. Bon, ensuite, on a fait quand même une période d'analyse et d'observation qui est
assez lié au monde du Covid. Donc, on sait qu'on a récupéré aussi des expressions qui relèvent d'un moment qui a été un moment un petit peu spécifique. On pense que de toute façon, il serait absurde de s'abstraire de cette réalité qui a été majeure pour toutes et tous, et donc du coup que ça contribue à l'orientation des opinions, la formation des opinions, et donc voilà, on était dans ce terrain-là. Ensuite, on a choisi un lieu, un espace comparable, donc un réseau social comparable. On est parti par souci de simplicité et puis de comparabilité sur Twitter, dont on a un petit peu de presse aujourd'hui, notamment aux États-Unis. Donc, entre juillet 2020 et juin 2021, on a analysé, disons, la conversation d'environ 2,8 millions de jeunes, 55,5 millions de tweets sur Twitter, avec une comparabilité assez forte. Sur cette plateforme, les jeunes représentent, donc les 18-24 représentent environ 17% du total des utilisateurs, et ils sont présents assez largement dans tous les pays qu'on a observés, avec un caveat sur la Chine, puisque c'est un réseau social qui est plutôt bloqué dans ce pays. Alors, il faut utiliser un VPN, ce qui fait qu'on a aussi un petit biais de représentativité sur la jeunesse chinoise. Mais on s'est dit quand même que c'était intéressant de voir ce qui pouvait être projeté des jeunes de ce pays pour l'analyse. On a ensuite passé toute cette conversation à la moulinette d'outils d'analyse de données, du marché, puis aussi codé avec des langages de programmation R, Python pour ceux qui s'intéressent à ces sujets-là. Et puis, sur le monde du travail, un focus. Donc, c'est une thématique qui est moins discutée que d'autres thématiques. Donc, on a environ 53 000 tweets qui contiennent les mots monde du travail ou monde professionnel dans cet espace. Les jeunes chinois sont les premiers à parler du monde du travail, puis les Français, puis les Brésiliens. Et puis, les jeunes Sud-Africains, en revanche, constituent un petit peu moins d'expression. Alors, on s'est dit aussi qu'il y avait un taux de chômage important en Afrique du Sud, un petit peu plus important. Et donc, ça pouvait expliquer ça. Pardonnez-nous, mais est-ce que les personnes qui sont en visio peuvent se mettre enfin, fermer le son? Parce qu'on a… Voilà. Merci. Par clavier, évidemment. Bon, je m'arrête. De toute façon, j'avais prévu de laisser la parole à Sarah. Donc, on a, pour finir sur la partie méthodologie, les jeunesses semblent aborder, grosso modo, la question du monde du travail par ses risques et ses difficultés. Et donc, en fait, l'un des mots qui sort le plus, c'est le mot chômage, qui est largement utilisé. Donc, on a quand même 3,2 millions de tweets consacrés à cette thématique, sauf en Chine. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire sur la partie méthodologie. Et du coup, je laisse la parole à Sarah pour présenter les résultats, développer les résultats. Merci beaucoup, Xavier. Merci beaucoup. Merci à toi. Ça marche. Bon, je reste là alors. Il y a plus de… On entend le micro, les traducteurs entendent mieux quand on est plus proche. Ah bon, d'accord. Si tu restes proche du micro, merci. C'est la dernière intervention avant qu'on laisse la parole à nos invités. Et ce que j'aurais aimé faire, c'est vous donner quelques éléments de contexte donc sur la relation des jeunesses à l'entreprise. Et j'espère que ça pourra éclairer les échanges qui vont suivre. Donc notre réflexion, elle part d'un constat, c'est celui de l'existence d'une tendance générale et même transnationale que nous avons décelée lors de nos travaux sur le projet EYES, c'est que les jeunes perçoivent l'entreprise finalement plutôt négativement. Donc nous avons analysé les sentiments des tweets qui contenaient le mot entreprise, publiés par les 18-24 ans sur une période d'1 an. Près de la moitié de ces tweets sont à connotation négative en Afrique du Sud, au Brésil et aux États-Unis. Les pourcentages sont légèrement plus bas pour la France et pour la Chine, autour de 35%. Et les taux de tweets positifs, eux, sont seulement aux alentours de 10%, juste légèrement plus haut pour la France, autour de 20%.
Cette défiance généralisée envers l'entreprise, on la voit. Comme l'a dit Claude, elle questionne les paradigmes. Et ce que nous avons souhaité faire, c'est comprendre d'où elle vient. Donc, nous avons rédigé cette note un peu spin-off que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Et cette note a donné lieu donc à la conférence qui nous réunit aujourd'hui. Cette note, ce que nous avons fait, c'est que nous avons croisé les données de notre étude EYES avec celles d'enquêtes et de sondages internationaux réalisés par différents think tanks et différentes entreprises sur les perceptions des jeunesses quant au travail et quant à l'entreprise. Et notre démarche, donc, c'était d'essayer d'identifier les raisons qui peuvent expliquer cette défiance transnationale. Ce que nous avons constaté donc à l'issue de ce travail, c'est que les jeunes attendent de l'entreprise sur un positionnement politique et que la notoriété d'une entreprise n'est plus forcément le critère principal dans le choix d'une entreprise. Les jeunes accordent aujourd'hui de l'importance également à l'engagement sociétal, à l'engagement environnemental, même parfois politique. Par exemple, d'après une étude mondiale de Deloitte de 2021, la moitié des 18-25 ans affirmaient aligner leur choix professionnel sur leur éthique personnelle. Ensuite, ce que nous constatons, c'est que la jeunesse aspire à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. D'après une enquête d'Adobe, cette fois-ci, qui a été réalisée dans le monde anglo-saxon et au Japon, ce sont près d'un quart des jeunes qui se disent prêts à changer d'emploi, à responsabilité et salaire égal, bien entendu, pour atteindre un meilleur équilibre. Comme pratique que les entreprises pourraient mettre en place ou généraliser, les jeunes citent par exemple dans cette étude la flexibilité horaire, les congés payés, les congés maladie ou encore les congés santé mentale. Et donc ce qui dénote chez les jeunes un réel besoin d'autonomie au travail. Nous trouvons aussi chez les jeunes générations une tendance à s'épanouir plutôt hors du travail que par le travail. Une tendance qui est plus ou moins prononcée selon les cultures, qui se dessine, et donc c'est celle de voir le travail non plus comme un moyen de se réaliser, mais avant tout comme un moyen de subvenir à ses besoins. Et dans ce prolongement, la question du salaire apparaît comme centrale pour les jeunesses. Notre étude EYES, par exemple, montre que dans les tweets que nous avons analysés, le mot salaire est l'un des plus associés à la thématique du travail, notamment en France et également au Brésil. Et selon une étude mondiale du Workforce Institute de 2019, le salaire est le critère numéro 1 dans le choix du premier emploi pour la moitié des 18-25 ans. Si les jeunes sont demandeurs d'une plus grande digitalisation des outils pour être plus efficaces, ils ne sont pas pour autant adeptes du digital à outrance. L'exemple du télétravail est frappant, par exemple, qui s'est notamment généralisé suite à la pandémie. Et donc, on le voit en Europe, 65% des 18-25 ans plébiscitent plutôt des formes de travail en présentiel, partiel ou en présentiel total. Et enfin, les jeunes se sentent peu préparés à l'arrivée dans la vie active. Notre étude EYES décelait une certaine forme de déception vis-à-vis de l'école sur ce plan-là, notamment en France et aux États-Unis. Et selon le Workforce Institute toujours, plus d'un quart des jeunes estiment ne pas avoir les compétences suffisantes en négociation, en réseautage, prise de parole en public ou résolution de conflits, qui sont des compétences essentielles à l'épanouissement professionnel. Donc maintenant, face à ces constats, quelles sont les recommandations qu'on peut avoir ? Premièrement, nous ne pouvons qu'encourager les entreprises à embrasser la digitalisation utile, sans tomber dans un solutionnisme technologique, et surtout les encourager à conserver le lien social, et notamment par le maintien d'un certain degré de travail en présentiel. Également, nous les encourageons à faire évoluer les pratiques et politiques en matière de RSE et à favoriser l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle qui est chère aux jeunesses. Ensuite, il nous semble essentiel aussi que les pouvoirs publics incluent dans les enseignements au lycée et à l'université les soft skills qui sont nécessaires à une insertion réussie dans le monde du travail, et que les États et les organisations internationales réfléchissent à des formules différentes d'insertion en entreprise, notamment en repensant les relations au travail. Voilà un peu pour la pose du contexte. Merci beaucoup, Sarah. Merci Claude, merci Xavier, merci Sarah pour cette présentation. On va laisser Je vais la place inviter les participants à la table ronde. les intervenants à la table ronde. Thomas, Béatrice, Pablo, prenez place. Raquel est avec nous sur Zoom. On va peut-être mettre Thomas. Comme ça, on va avoir un ordre de passage. Donc, on a bien noté les recommandations du rapport et
Je dirais que la première recommandation, en fait, elle est suivie ici, puisque conserver le lien social, c'est important. Et donc, avoir cette session en présentiel aussi, c'était important. Alors, je vais faire un premier tour avec les uns et les autres, en commençant par Thomas, Raquel, Béatrice et Pablo après. Et simplement, pour avoir la même question à tous, qu'est-ce que vous pensez des conclusions donc, de ce rapport, des recommandations, et est-ce qu'il y a une résonance avec l'organisation que vous représentez ou pour laquelle vous travaillez? Thomas, à vous. Très bien, bah écoutez, déjà merci à vous d'être là. Par rapport au rapport en tant que tel, j'aimerais déjà faire un constat, c'est quand on va sur un réseau social, notamment Twitter, une chose qui est frappante, c'est qu'on va rarement sur Twitter pour évoquer des choses positives. Donc, le rapport évoque des choses qui sont vraies, qui sont vérifiées, qu'on peut vérifier, que je peux vérifier moi avec les gens que je connais qui ont mon âge. Mais voilà, déjà penser que quand on est sur Twitter, on n'est pas forcément là pour dire que du bien de l'entreprise, de ce qu'on pense, des différents thèmes que le rapport EYES a pu traiter. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Maintenant, concernant ce qui est dit dans le rapport, il y a des choses qui sont très intéressantes. Et il y a des choses sur lesquelles je suis peut-être moins d'accord avec. Par exemple, il y a la défiance envers le monde du travail, elle existe. Elle existe depuis quelques années. Hein. Le rapport le dit, Claude Essarine ne sont pas forcément revenus dessus, mais cette défiance existe depuis 5-10 ans. Mais on a, notamment avec la crise de la Covid, une montée en puissance de la jeunesse sur la critique du monde du travail et sur la critique des entreprises. Avant, moi j'ai fait des études économiques, on nous disait l'entreprise, elle est en économie, elle n'a aucun positionnement politique. L'entreprise, elle doit fonctionner, elle doit verser un salaire à ses salariés et c'est tout. Maintenant, aujourd'hui, voilà, quand on veut intégrer une entreprise, mais même dans les écoles, pourquoi on a de plus en plus de diplômes sur le développement durable, comment est-ce qu'on peut travailler tout en protégeant l'environnement, tout en ayant une économie durable. Ces questions de durabilité, voilà, elles irriguent aujourd'hui le monde, nos sociétés, la vie politique, mais aussi la vie économique, donc les entreprises. Donc, cette défiance existe. Maintenant, il faut faire attention. Quand on parle de défiance envers le monde du travail, qui a cette défiance envers le monde du travail? Tous les jeunes? Je ne pense pas. Moi, par exemple, est-ce que je suis défiant envers le monde du travail? Non. Je pense que quand on a la chance d'avoir une instruction qui va jusqu'au bac+5, voire bac+7, bac+8 pour un doctorat, post-doctorat, on n'a pas peur du monde du travail parce qu'on l'a étudié, parce qu'on a la chance d'avoir des parents qui ont eu une instruction assez longue, qui ont une stabilité aussi dans le travail, qui finalement ne fait pas peur aux enfants. Mes parents ont une stabilité au travail, je n'ai pas peur de rentrer sur le monde du travail. Est-ce que tous pensent la même chose? Je ne pense pas, et c'est pour ça qu'on a une défiance dans le monde du travail. Mais attention, il ne faut pas la généraliser. Et surtout, quand Sarah l'évoquait tout à l'heure, les jeunes les entreprises doivent se positionner politiquement. Mais ceux qui font des études ont la chance de pouvoir choisir leur entreprise, ont la chance de pouvoir choisir ce qu'ils vont faire dans leur vie. Mais tous n'ont pas forcément cette chance-là. Je pense notamment à ceux qui vivent en Afrique du Sud, au Brésil, qui de fait n'ont pas forcément les mêmes richesses qu'on peut avoir en France ou aux États-Unis, n'ont pas forcément la possibilité de choisir l'entreprise, de choisir ce qu'ils veulent faire, ce qui est un autre souci. Et donc, ils ont peur du monde du travail et ils vont intégrer l'entreprise qui finalement va bien vouloir d'eux parce que il faut bien gagner sa vie et il faut survivre, j'ai envie de dire, dans ces pays-là de temps en temps. Donc voilà, il y a des choses qu'il faut remettre en perspective. Et une dernière chose que je remets en perspective dans le rapport, et après je proposerai des petites solutions qui peuvent être mises en place, c'est la question du salaire. Le salaire, aujourd'hui, voilà, il y a une chose dans le rapport qui m'a frappé, c'est 66% des jeunes, selon le rapport, seraient prêts à changer de métier s'ils estiment qu'ils ne sont pas assez payés. Voilà, la question que je pose, c'est qu'est-ce qu'on pense mériter comme salaire à la sortie d'école? Après 5 ans, rentrer sur le marché du travail, 10 ans, 15 ans. Tout ça évolue en fonction de… Voilà, je pense que si j'interrogeais chacune des personnes dans la salle, encore plus les participants en ligne, personne ne va me donner la même réponse en fonction du nombre d'années d'études que l'on a, du secteur dans lequel on travaille, du pays dans lequel on se trouve. Donc voilà, il faut
traiter le rapport aussi avec des pincettes sur certains sujets parce qu'il y a des personnes qui ne pensent pas forcément la même chose. Et typiquement sur la question du salaire mérité, j'estime que si dans 2 ans, je rentre sur le marché du travail et que je gagne 3 000 € par mois, par exemple en France, j'estime que je suis bien loti. Maintenant, si je gagne 10 000 € par mois, c'est très bien. Est-ce que je le mérite? La question se pose. Donc voilà, c'est des petites choses sur lesquelles je voulais revenir par rapport au rapport ICE. Maintenant, il y a des solutions qu'on peut mettre en place. Voilà, on l'a dit, la défiance envers le monde du travail, elle existe. La question des salaires existe, qu'on soit d'accord ou pas avec, elle existe. Quelles sont les solutions par rapport à la défiance envers le monde du travail? J'estime qu'aujourd'hui, quand on fait des études supérieures, quand on est en école de commerce, par exemple, on n'a pas peur du monde du travail. Tout le monde n'a pas la chance de financer de pouvoir financer ses études en école de commerce. Donc, moi, je pense que l'éducation nationale, l'instruction, que ce soit au collège et au lycée, donc dès 12-13 ans, doit permettre à ces collégiens, à ces jeunes-là, de pouvoir déjà rencontrer des personnes qui sont dans le monde du travail, comprendre ce qu'est une entreprise. Qui sait à 13-14 ans ce qu'est vraiment une entreprise? Personne. Moi, le premier, quand j'ai compris vraiment ce qu'était une entreprise, presque quand j'avais 15-16 ans, en comprenant ce que mes parents faisaient. Donc, je pense que voilà, l'éducation nationale a son rôle à jouer de présenter l'entreprise, le monde du travail, pour que voilà, on n'ait pas des jeunes qui, à 18 ans, nous disent « moi, je ne veux pas du monde du travail » parce qu'ils ne le connaissent pas en fait. Pourquoi on rejette le monde du travail? C'est parce qu'on ne le connaît pas non plus. Donc, si on le connaissait déjà dès 15-16 ans, l'âge où on commence à bien comprendre les choses et on commence à se faire aussi son avis sur les sujets, déjà, ça réduirait cette défiance envers le monde du travail. La deuxième chose, c'est les entreprises qui doivent se transformer. Voilà, la réponse ne peut pas venir que des jeunes. Les entreprises aussi voient bien qu'il y a un rejet des anciennes organisations, en tout cas des organisations assez, j'ai envie de dire, quand je dis vieille organisation, c'est une organisation qui ne s'est pas transformée avec le temps. Et donc, il est important que les entreprises prennent conscience qu'aujourd'hui, elles doivent avoir un rôle politique, orienter peut-être pas toute leur activité, mais orienter tant qu'ils le peuvent, une partie de leur activité sur le développement durable, sur l'économie durable, et penser que voilà, nous vivons dans un monde avec des ressources limitées. Et donc ça, les entreprises doivent le prendre en considération et ne pas se transformer totalement. Ça va être perçu comme du greenwashing parce que c'est impossible à le faire, mais en tout cas, prendre conscience, écouter les jeunes, ne pas simplement considérer qu'un jeune de 18, 20 ans, c'est quelqu'un qui doit exécuter ce qu'une personne de 40, 50 ans, je grossis le trait, mais ce qu'une personne de 40, 50 ans va lui demander de faire. Et donc, elles doivent se transformer, réfléchir à comment elles peuvent contribuer, j'ai envie de dire, au bien commun. J'aime pas trop cette expression, mais je pense que ça illustre assez bien le propos. Enfin, la dernière chose, et je pense que ça fera le lien avec Raquel, c'est aujourd'hui, on a une montée de l'auto-entrepreneuriat. Il y a de plus en plus de diplômes dans les écoles qui sont liés à comment être entrepreneur, dans quel secteur développer son entreprise. Pourquoi il y a une montée de l'auto-entrepreneuriat? En 2 éléments. On a une liberté sur ses horaires, et ensuite, on peut, et ce qui permet d'avoir un équilibre vie pro, vie perso. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, les jeunes voient bien avec le Covid et le télétravail, la plupart des personnes qui étaient sur le marché du travail à ce moment-là ont compris qu'on pouvait travailler à la maison, profiter de sa famille. Donc, ça leur a fait prendre conscience, de certaines choses. Et donc, voilà, l'entrepreneuriat est une très bonne solution pour que les jeunes puissent rentrer sur le marché du travail, se faire déjà une idée par rapport à ce qu'est une entreprise, comment est-ce qu'ils peuvent la gérer, s'ils sont aussi capables de la gérer. Tout le monde n'est pas capable de le faire, hein, donc il faut aussi le rappeler. Et finalement, pourquoi l'entrepreneuriat, qui à l'époque était une chose, moi je le vois, je fais des études de droit, c'est quelque chose qui est horrible à mettre en place. Enfin, il y a beaucoup de normes à respecter. On crée une entreprise quand même, c'est pas rien. Donc, on se retrouve tout seul en plus. Donc, quel soutien on trouve et comment est-ce qu'on peut finalement mettre en valeur l'entrepreneuriat et pas juste penser que c'est quelqu'un qui veut ses horaires, travailler depuis chez lui et en faire le moins possible tout en gagnant bien sa vie. C'est pas ça l'entrepreneuriat et finalement les entreprises doivent considérer l'entrepreneuriat comme étant une réponse à leur non-transformation
Et donc, peut-être que ça va les pousser à agir, je veux dire, pour l'avenir et pour le bien de tous. Écoutez, c'est une transition parfaite et vous me facilitez mon travail. Hein. Voilà. À passer la parole à Raquel Torres-Prol. Donc, vous êtes vice-présidente de Jeunes. Et donc, on aimerait écouter vos commentaires sur cette question. À vous, Raquel. Merci beaucoup, Patrick. Et premièrement, j'aimerais vous remercier à l'équipe de Schema Publica, Xavier, Claude et Sarah pour cet rapport et l'étude de Yes et ICE, et aussi Patrick pour m'inviter à ces débats. Et je crois que Thomas a ouvert beaucoup de portes pour tout l'intervenant. De ma partie, je vais vous parler un peu de jeunes, premièrement, et après je vais répondre à la question Patrick. Donc, Jeunes est l'organisation de jeunes entrepreneurs de l'Union européenne, pour ceux qui ne nous connaissent pas. On représente plus de 1 600 000 jeunes de plus de 20 pays qui sont intéressés dans le monde de l'entreprise. Et on a 3 objectifs principaux. Premièrement, c'est de donner du soutien à d'autres organisations aussi qui travaillent avec des entrepreneurs partout de l'Europe. La deuxième, c'est représenter, donner voix à tous les jeunes entrepreneurs et faire sorte aussi qu'ils se font écouter auprès de ces organisations européennes. Et puis, la troisième, c'est de lutter contre le chômage. On a parlé tout à l'heure de ça par rapport au tweet. Et aussi trouver des solutions pour favoriser l'emploi chez les jeunes. Et maintenant, dans les 20 dernières années, Jeunes a développé tout un réseau d'organisations nationales et aussi globales et qui ont contribué à promouvoir l'entrepreneuriat et qui représentent le jeune entrepreneur partout d'Europe. Et j'aimerais juste vous montrer 2 projets qu'on a fait cette année, en 2021. Le premier, c'est Young Entrepreneurs Business Trip en 4x4. Et en fait, on a commencé dans le mois d'avril et ça vient de finir dans le mois de mai. On a parcouru 6 pays en 12 jours et en visitant 8 universités et écoles locaux et 8 forums internationaux de coopération. Je vais vous montrer quelques photos dans la suivante slide. Vous voyez dans la gauche le Forum d'eau, énergie et environnement à Luanda. Puis, vous savez, la visite et des réunions avec des entrepreneurs locaux à Botswana, dans la droite. Puis, dans la suivante slide, on a à gauche le Forum Business à Mozambique. Et puis, à droite, Afrique du Sud, une réunion avec des entrepreneurs locaux et aussi avec des entrepreneurs de Chine et de l'Union européenne. Et le deuxième projet que j'aimerais mentionner ici, c'est celui-ci. C'est le challenge jeune qu'on a lancé cette année pour planter 100 millions, plus de 100 millions d'arbres en Afrique avant décembre 2025. Et j'ai vu entre les participants en ligne qu'on avait quelques participants de l'Union africaine, du Sénégal aussi. Donc, je serais ravie de s'y entendre de leur partie des projets et voir comment on peut coopérer dans l'avenir et avec jeunes. Et puis, maintenant que j'ai parlé un peu de jeunes et que je vous ai montré les projets plus pertinents de 2021, j'aimerais revenir, Patrick, sur ta question qui était un peu l'opinion sur les constats de l'étude ICE. Et en fait, je dois dire que quand je me suis plongée dans l'étude, j'ai vu qu'il y avait des constats intéressants, surtout sur tout ce qui concernait les réseaux sociaux et l'entreprise comme acteur politique. Thomas a mentionné quelques-uns. Et on a vu aussi, je crois que c'est plutôt qu'une chose qui a grandi énormément depuis la pandémie. On a vu beaucoup d'entreprises qui ont été forcées à vraiment avoir une image véhiculée ou une image comme acteur politique
à donner leur opinion. On accepte plus, et la jeunesse accepte plus le fait que les entreprises restent en silence par rapport à des sujets qui concernent toute la société. Et je crois qu'il y a une demande qui augmente pour toutes les entreprises de s'engager comme acteurs politiques. On l'a vu avec le mouvement Black Lives Matter, vous l'avez mentionné aussi dans l'étude en 2020. On les voit aussi avec les logos qu'on change dans les réseaux sociaux, par exemple avec l'arc-en-ciel représentatif du drapeau LGBTI. Et on l'a vu même, on le voit avec la guerre en Ukraine et les boycotts des entreprises représentées en Russie. Donc, on voit de plus en plus que les réseaux sociaux ont devenu le forum dont les jeunes donnent leur opinion, mais aussi demandent une opinion des entreprises. Et Thomas a mentionné une chose que je crois que c'est important, c'est la transformation. Je crois qu'il y a une demande et sans transformer l'entreprise, on ne peut pas changer la vie de jeunes, la vie négative que vous avez mentionné tout à l'heure. Et il y avait une autre chose que je voulais mentionner, c'est, je crois que c'était Xavier et M. Xavier qui a mentionné les émotions fortes. Il faut aussi tenir en compte que quand on analyse les réseaux sociaux, c'est aussi un endroit où normalement, on s'exprime de manière différente et on donne des émotions plus fortes. Donc, il y a des bias. Et je voulais aussi, pour finir, mentionner qu'il faut aussi penser, quand on pense à la jeunesse et les entrepreneurs, penser à eux d'une manière inclusive, tenir en compte les jeunes provenant des milieux défavorisés, des zones rurales ou reculées ou appartenant à des groupes vulnérables qui parfois n'ont même pas le choix ou l'opportunité de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Et pour finir, je dois dire aussi que j'ai vu dans mon temps à Bruxelles des changements dans le côté de l'implication et donner la voix aux jeunes. Et d'un côté, c'est le programme de Erasmus pour jeunes entrepreneurs. Et ils sont soutenus plus de 10 000 entrepreneurs pour qu'ils travaillent dans d'autres pays. Et depuis 2009. Et puis, de l'autre côté, on voit l'exemple de la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui inclut un tiers de chaque panel qui est composé par jeunes de 16 à 25 ans. Ça veut dire qu'on pense aussi à comment intégrer et impliquer le jeune, leur vision, leur opinion. Et je crois que ça, c'est important quand on pense dans la transformation de l'entreprise. Et voilà de ma partie. Merci Raquel. Vraiment, c'est très intéressant. Je ne connaissais pas les services de jeunes et je vois que pour nous, ce sont des activités, des services concrets en fait. Hein. Je vais passer la parole à Béatrice. Vous êtes directrice générale d'Ecoda. Donc, nous passons de l'entrepreneuriat à la direction des affaires. Donc, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis en rue, mais j'espère que vous allez pouvoir m'entendre clairement. Juste peut-être pour vous préciser un petit peu sous quel angle d'approche je traite le sujet. Donc, en fait, Ecoda est la Confédération européenne des associations d'administrateurs. Pour clarifier un petit peu, les administrateurs siègent dans des conseils d'administration des entreprises de manière générale. Ils sont en charge à la fois de la stratégie de l'entreprise, mais également de la supervision de l'entreprise. Je dirais que le rôle des administrateurs change énormément. On leur demande aujourd'hui de comprendre le milieu dans lequel les entreprises évoluent et d'être un petit peu, d'alerter les entreprises sur ces changements et d'adapter les structures et l'organisation de l'entreprise en conséquence. Donc, les administrateurs d'hier, je dirais, étaient des administrateurs qui protégeaient la valeur de l'entreprise. Aujourd'hui, on leur demande de créer de la valeur et de créer de la valeur pour le plus grand nombre, pour la société, tout en faisant attention à ne pas nuire à l'écosystème dans lequel ils évoluent.
Donc, il y a quand même un changement énorme, je dirais, de paradigme sur le fonctionnement, sur le rôle des administrateurs. Je pense que c'est un point essentiel. Je dirais aussi que les administrateurs peuvent être perçus comme des personnes qui sont plutôt en fin de carrière, qui ont eu des carrières d'exécutifs et qui arrivent en fin de carrière sur des postes non exécutifs, qui sont là vraiment pour accompagner les entreprises, encore une fois, dans la stratégie. Mais on assiste à un événement, un mouvement quand même très marquant, à savoir que les conseils d'administration cherchent à s'ouvrir à la jeunesse. Donc, on cherche à inclure dans les conseils d'administration des nouveaux profils. Et on voit d'ailleurs que, je dirais, l'âge global des administrateurs tend à diminuer, tout simplement parce que les nouveaux enjeux demandent des nouvelles qualifications et la jeunesse peut aider notamment sur les sujets qu'il s'agisse notamment du digital, mais d'autres thématiques. On voit aussi dans des conseils d'administration d'entreprise, des conseils d'administration qui créent des comités pour impliquer la jeunesse. Donc, ils veulent un comité de jeunes pour avoir leur ressenti, leur opinion et booster un petit peu la stratégie dans un sens ou dans un autre. On voit aussi des comités de conseils d'administration développés pour engager les parties prenantes, les stakeholders. On voit aussi l'actionnariat salarié qui grandit dans les entreprises et des salariés qui rentrent dans les conseils d'administration. Donc, le mouvement est en marche. La problématique de l'inclusion de la nouvelle génération dans les nouveaux talents est un sujet prioritaire pour la stratégie d'entreprise et pour les pour et derrière, il y a un risque réputationnel sur lequel il faut veiller pour justement maintenir cette attractivité pour les jeunes talents. Donc, c'est un sujet clé, c'est un sujet majeur. Et ce que je voudrais aujourd'hui essayer de faire, c'est de prendre un petit peu la voix des entreprises et me positionner un petit peu comme l'avocate des entreprises, parce que j'entends dire que les entreprises doivent devenir politiquement correctes, si je peux utiliser cette expression, ou en tout cas s'engager sur les sujets sociétaux et environnementaux, mais ce n'est plus un choix. Ce n'est plus du tout un choix pour les entreprises, c'est une obligation. Et l'obligation est telle que le législateur, qu'il s'agisse du législateur européen ou national, ne cesse de prendre des textes pour renforcer les obligations des administrateurs en ce sens. Et j'ai un slide, ça sera le suivant, pardonnez-moi. Voilà. Et je vous ai un peu listé toute la législation qui sort pour imposer aux entreprises ce changement de paradigme. Je vais vous en citer quelques-uns. Il y a maintenant quand même une réglementation qui concerne le droit des actionnaires qui encadre les rémunérations des dirigeants. Maintenant, les actionnaires ont une obligation de donner leur opinion sur la politique en amont de rémunération, mais vont donner leur opinion sur les chiffres et sur le rapport de rémunération. Vous voyez dans la presse de plus en plus d'actionnaires qui ne votent pas en Assemblée générale les rapports de rémunération. Vous voyez également la diversité dans les conseils d'administration, les femmes dans les conseils d'administration. C'est les conseils d'administration qui donnent cette approche inclusive et qui veulent mettre en avant les femmes. Vous voyez aussi la France qui vient de prendre une réglementation, non seulement sur les conseils d'administration, mais une réglementation pour qu'au niveau exécutif, au niveau des top management, on inclut également les femmes. Donc, la question des femmes est prise en compte par les entreprises. La réglementation sur la transparence de manière générale, sur les rapports financiers, on a des textes qui se suivent les uns après les autres. On a une directive non-financial reporting, on en a une deuxième qui est en cours de validation au niveau des institutions européennes. On a la loi Pacte en France, la loi Pacte en France qui a quand même cherché à faire en sorte que l'actionnariat salarié soit privilégié dans les entreprises et qu'à travers cet actionnariat salarié, les salariés aient accès au conseil d'administration en tant qu'actionnaires et puissent avoir une voix dans l'organisation, dans la structure et la stratégie des entreprises. La loi Pacte a aussi mis en place cette fameuse raison d'être des entreprises, et je reviendrai là-dessus, a créé un statut d'entreprise qui est le statut d'entreprise à mission.
Je pourrais évoquer également les lanceurs d'alerte. On a quand même une législation sur les lanceurs d'alerte qui a été prise en France, qui est en cours de mise en œuvre au niveau national. La France y travaille et qui va permettre aux salariés de s'exprimer ouvertement quand ils voient des dysfonctionnements et leur assurer une protection dans l'entreprise et assurer aussi une protection des journalistes externes. On a aussi un texte majeur qui est en cours de discussion au niveau du Parlement européen et de la Commission, qui est le droit de vigilance. Alors, en France, on a déjà ce droit de vigilance, qui est une obligation extrême sur les entreprises. Aujourd'hui, une entreprise doit non seulement se conformer aux réglementations sociétales, sociales, environnementales pour elle-même, mais maintenant, on va demander aux entreprises de veiller à ce que tous leurs fournisseurs, dans toute leur chaîne de valeur, soient aussi conformes à tous les traités internationaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise qui est un fournisseur, mais n'est pas le fournisseur de première ligne, hein, des fournisseurs de X lignes, de s'assurer que ces fournisseurs respectent, que ce soit en Afrique, en Asie ou dans des pays moins développés, respectent toutes les conditions, tous les standards internationaux. Donc, il y a une forme de paternalisme qu'on impose aux entreprises sur toute leur chaîne de valeur. Ça change, ça révolutionne le droit des sociétés, ça révolutionne la responsabilité à la fois des entreprises et la responsabilité des administrateurs. Donc non, ce n'est plus un choix. Les entreprises doivent agir et elles sont en train d'agir. Et donc j'aimerais bien que cette prise de conscience se fasse et au sein des jeunes et au sein de la société de façon générale. Quelles sont les conséquences pour les entreprises? Elles doivent changer leur business model. Elles doivent soit les changer, soit les adapter. Ça devient une préoccupation, mais à l'ordre du jour de tous les conseils d'administration. C'est le sujet numéro 1 de tous les conseils d'administration. Donc, l'idée que les entreprises ne sont motivées que par des considérations financières, c'est de la vieille époque. On n'est plus là. On n'est plus là. Les enjeux ne sont pas là. Il y a une vraie prise de conscience. Alors évidemment, il y a des brebis galeuses qu'on pourra toujours pointer du doigt, c'est une évidence. Mais la majorité des entreprises, et les entreprises sont là pour durer. Et elles ne peuvent durer que si elles maîtrisent leurs risques réputationnels et si elles sont utiles à la société. Donc, ça n'est que du bon sens pour elles que d'aller dans ce sens-là. Alors, la pression vient du législateur, certes, elle vient de la société civile. Je vais quand même vous rappeler qu'il y a eu une assemblée générale la semaine dernière chez BNP. Dans l'assemblée générale, se sont invités des activistes sur le climat qui sont venus dire que BNP s'amusait à financer des structures qui, d'un point de vue environnemental, n'étaient pas satisfaisantes. Mais bon, il faut encore quand même que nos banques financent encore des projets et des choses qui sont utiles aujourd'hui à notre société et qu'elles accompagnent les entreprises dans leur transition. On ne peut pas demander aux banques d'arrêter complètement toute finance et d'empêcher les entreprises à aller vers la transition. Donc, il faut aussi accepter ça. La pression vient de la société civile, elle vient des jeunes, elle vient du législateur, mais elle vient aussi des investisseurs. On a une réglementation maintenant en cours au niveau de l'Union européenne qui s'appelle la taxonomie. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un sujet, on pourrait passer 3 heures dessus, mais la taxonomie de façon en vulgarisation, c'est quoi? C'est que maintenant les investisseurs vont devoir porter leurs investissements sur des projets verts. Donc, les entreprises ne vont pas pouvoir trouver des investisseurs si elles restent dans des productions qui ne sont pas environnementalement satisfaisantes. On a eu le cas qui nous a été reporté, par exemple, d'une entreprise qui produit des câbles. Et donc, d'un point de vue de taxonomie, si elle doit faire un rapport sur leur activité, les investisseurs vont dire que ce sont des câbles, donc ce ne sont pas des investissements verts. Mais les câbles qu'ils produisent sont pour créer des éoliennes. Donc, on met une pression sur les entreprises et je voudrais vraiment qu'elle soit prise en compte, qui est réelle.
les choses avancent, peut-être insuffisamment rapidement, j'en suis bien consciente. Le climat est une urgence. Les entreprises font ce qu'elles veulent, enfin font ce qu'elles peuvent, pardon. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on est vraiment dans un schéma où les entreprises sont en train de remplacer les acteurs publics. Que tout ce que les gouvernements ne font pas et n'arrivent pas à faire, elles le reportent sur les entreprises. J'aimerais bien que cette prise de conscience ait lieu, même si, encore une fois, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, votre rapport reste un sujet d'inquiétude pour les entreprises, pour les administrateurs. Ce que je voudrais peut-être lancer comme idée, c'est essayer de trouver des explications. Donc, pourquoi est-ce que les choses avancent, pourquoi les choses se mettent en place et pourquoi le constat semble un statu quo. Je vais passer sur le slide suivant. Donc, j'émets quelques hypothèses qui me sont personnelles. Alors, on peut d'abord se demander si finalement tout ce changement qui s'opère, s'il n'y a pas un décalage dans le temps entre le changement qui s'opère et la prise de conscience de la société civile. On sait qu'une opinion civile, une opinion de la société est quelque chose qui prend du temps, il faut aller au-delà des idées préconçues. Donc, il y a peut-être un décalage de temps qui est envisageable. Par ailleurs, pour moi, est-ce que les changements que que les entreprises sont en train de mettre en place, est-ce qu'ils sont déjà perceptibles par la société? C'est aussi une autre question. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des entreprises, notamment de petite taille, qui sont encore dans la difficulté de ce changement, qui sont encore dans la recherche de la méthodologie pour ce changement, qui sont donc dans le how, mais qui ne sont pas encore dans le concret. Et qui sont peut-être un peu lost in transition, si je peux dire ça. Par ailleurs, pour moi, une vraie question, c'est la communication du législateur. On voit que le législateur n'arrête pas de communiquer, n'arrête pas de sortir de la législation sur les entreprises, mais est-ce que la communication du législateur est bonne? Est-ce que le législateur ne doit pas venir dire, quand il légifère, ce n'est pas une législation qui veille à vous sanctionner, les entreprises, ce n'est pas une législation qui veille à vous stigmatiser les entreprises comme les mauvais élèves, mais plutôt ce sont des législations qui veulent vous accompagner. Et donc avoir vraiment un changement de mindset, si je puis dire, du législateur qui se positionne vraiment comme un accompagnant des entreprises vers le changement. Et donc ne pas chercher dans la législation forcément un caractère punitif, mais un caractère, je dirais, de valorisation de l'effort de l'entreprise. Et je pense que c'est vraiment un message clé que je voudrais passer aujourd'hui. Autre question, et c'est un vrai sujet, c'est la frilosité des entreprises à communiquer. Les entreprises, même les meilleures de classe, n'osent plus communiquer. Elles ont peur de communiquer parce que si elles communiquent sur toutes leurs actions, elles ne sont jamais à l'abri d'avoir un bug, et ça arrive bien évidemment, et que parce qu'elles ont communiqué une belle image, on s'en prenne encore à elles encore plus. Donc finalement, les entreprises ont actuellement comme philosophie « restons cachés pour être heureux ». Et d'ailleurs, moi, la vraie question que j'aimerais poser aux jeunes, c'est est-ce que vous êtes capable de me citer le nom d'un chef d'entreprise en France? Et combien vous êtes capable d'en citer? Parce que justement, cette frilosité de communication de l'entreprise fait qu'on a très peu maintenant de chefs d'entreprise qui osent prendre la parole, qui osent être visibles. On avait eu Emmanuel Faber pour Danone, qui malheureusement a quitté son poste, mais le nombre de chefs d'entreprise visibles est quand même très, très limité. Et les réseaux sociaux sont aussi, je dirais, fautifs, parce qu'ils ont toujours tendance à lire le biais négatif. Évidemment, les médias ont un rôle à jouer. Est-ce que les médias mettent suffisamment en avant les entreprises vertueuses? Il y en a beaucoup. Est-ce qu'ils ne font pas un amalgame entre les grosses entreprises et les PME? Petites PME, à mon avis, n'a pas du tout le même état d'esprit qu'une grosse entreprise. Voilà, c'est vraiment différentes questions que j'ai. Et la dernière que je poserai aussi aux jeunes, c'est est-ce que vos attentes ne sont pas trop grandes vis-à-vis des entreprises?
Est-ce que vous n'attendez pas tout d'une entreprise? Est-ce que une entreprise, c'est quand même une activité contrainte dans un cadre particulier? Est-ce que vos attentes personnelles, sociétales ne sont peut-être pas trop grandes? Donc, j'imagine que le résultat de cette enquête est un petit peu un amalgame de tout ça. Il ne va pas y avoir une réponse unique, mais ce sont différentes réponses. Mais moi, je dirais que mon constat, moi, personnel, et c'est ce que je retiendrai personnellement, c'est que finalement, les entreprises ont quand même raté quelque chose. Ce qu'elles ont raté, selon moi, c'est leur communication vis-à-vis des salariés. En tout cas, quand on parle des jeunes. Parce que ce sont, et Thomas disait très bien, ce sont à travers vos parents que vous avez une image d'une entreprise. Et est-ce que c'est parce que les entreprises ont raté? Est-ce qu'elles n'ont pas raté leur communication interne vis-à-vis de leurs salariés? Et voilà, et je voudrais peut-être essayer de lancer quelques pistes, comme vous l'avez fait auparavant, évidemment sous un angle de gouvernance d'entreprise. Parce que pour moi, je dirais qu'une histoire d'entreprise, de plus en plus, se lie à travers l'histoire de sa gouvernance. Et que la gouvernance devient un vrai sujet. C'est vraiment pour moi ce que l'entreprise est organisée, comment elle gère sa relation avec le management, les stakeholders, les shareholders. Donc, ça devient un moteur clé de changement de l'entreprise. Et c'est pour ça que je crois beaucoup à la gouvernance comme agent de changement de tout ce processus. Alors, quelques pistes de réflexion. On voit émerger des chiefs happiness officers dans les entreprises. Personnellement, je ne crois pas beaucoup. Je ne crois pas non plus beaucoup, même si ça peut aider à changer la structuration des locaux, des open space, ouvrir la possibilité de faire du ping-pong pour les pauses, etc. Je ne pense pas que ce soit les solutions, les vraies solutions, et elles commencent à émerger. C'est certainement pour moi la raison d'être. Donc, je vous ai raconté que la loi Pacte invite les entreprises à aller vers la raison d'être. J'y crois énormément. Je crois énormément que l'entreprise doit revenir à l'essence même de son existence, doit vraiment réfléchir à sa raison d'être. Je vais prendre l'exemple de Bonduelle. Bonduelle a créé des petits pois pendant des générations. Aujourd'hui, Bonduelle ne crée plus des petits pois, enfin, ils produisent toujours des petits pois. Mais leur raison d'être, c'est de faciliter la transition vers l'alimentation végétale pour le bien-être de l'être humain, tout en préservant la planète. Et donc, quand vous dites ça à des salariés, ils se réveillent le matin, ils ne vont pas produire des petits pois. Ils participent à un projet sociétal et ils ont l'impression d'avoir une pierre à l'édifice. Et cette raison d'être est structurante pour l'entreprise, au-delà du fait d'investir les salariés dans un projet commun. C'est aussi, je dirais, un garde-fou. Un garde-fou pour le management et pour les administrateurs qui, en période de crise, qui, en période de restructuration d'entreprise, de réinvention d'entreprise, vont quand même toujours avoir ce cadrage qui vont les guider pour pouvoir mener leur réflexion tout au long de l'entreprise. Donc moi, la raison d'être est certainement un levier majeur pour essayer de créer de l'unité au sein de l'entreprise et du sens, de vraiment créer du sens. Une autre approche différente, on voit émerger les entreprises non hiérarchiques, ce qu'on appelle les entreprises aussi libérées. Et là, je crois que c'est un schéma de pensée qui peut-être satisfaire la nouvelle génération, qui a besoin d'avoir un contrôle sur ce qu'elle fait et de ne pas toujours être contrôlée. Donc, il y a des entreprises qui partent sur des structures beaucoup moins hiérarchiques, où on engage davantage les salariés, où on est plus dans une approche collaborative. Mais ça demande un vrai cheminement, ça demande une vraie réflexion parce que ça change, ça révolutionne complètement l'entreprise, ça révolutionne les responsabilités des uns et des autres dans l'entreprise, ça modifie complètement la gestion des risques de l'entreprise et c'est aussi changer le rôle de leader sur des rôles de coaching.
Donc, c'est une vraie réflexion qui impacte la gouvernance des entreprises et les administrateurs peuvent accompagner ces changements, justement en inculquant une culture d'entreprise différente, en veillant, je dirais, au comportement interne de l'entreprise. Et ça demande évidemment une confiance énorme dans les salariés. Et pour moi, personnellement, je crois que c'est des choses faisables, mais sur des petites entités. Dans des grandes maisons, vous avez des grandes équipes, la confiance est plus difficile à établir. Et je pense que c'est vraiment en partant sur des petites unités. Donc voilà quelques pistes de réflexion. Je reviendrai sur un commentaire de Thomas par rapport à la rémunération. C'est certainement le point qui m'a le plus surprise dans le rapport. Je me rends compte que les jeunes restent quand même très, comment dirais-je, que leur choix d'entreprise, finalement, reste marqué par la rémunération. Et là, je trouve que c'est complètement, comment dirais-je, contraire à tout ce que vous réclamez aux entreprises. Vous réclamez aux entreprises de ne plus porter leur action et leur centre d'intérêt sur le financier, mais d'avoir des engagements sur des champs d'activité énormes. Et vous-même, en tant que jeune, peut-être demandeur d'emploi, vous ne voyez que le prisme financier. Donc là, pour moi, il y a une incompréhension réelle sur ce sujet. Merci Béatrice, merci beaucoup pour ces éclairages. De rappeler la pression sur les entreprises, c'est important. De rappeler la frilosité en matière de communication des entreprises, c'était ce que vous mentionniez. L'impératif politique de l'entreprise et l'importance de la gouvernance. Maintenant, je voudrais passer la parole à la Commission européenne, à Pablo, pour entendre votre point de vue. La parole est à vous. Merci. Donc, d'abord, peut-être très rapidement, quelques éléments de contexte sur ce qu'on fait à la Commission sur l'emploi des jeunes. Dans notre petite équipe, on s'occupe de la mise en œuvre de la garantie renforcée pour la jeunesse, qui est établie en 2013 et a été renforcée en 2020. Et il veille à que tous les jeunes de moins de 30 ans se voient proposer un emploi de qualité, une formation continue, un apprentissage ou un stage dans les 4 mois qui suivent la perte de leur emploi ou leur sortie de l'enseignement formel. Donc, l'objectif majeur là est de réussir à une intégration durable des jeunes sur le marché du travail. Et l'objectif est d'aider les jeunes NEET, donc l'acronyme anglais, les jeunes qui ne sont ni à l'emploi, ni à l'enseignement, ni en formation, à acquérir une expérience professionnelle, développer les compétences adaptées à un monde de travail qui est en mutation, notamment mutation, celles qui sont pertinentes, les compétences qui sont pertinentes pour les transitions écologiques et numériques. Mais indépendamment, très rapidement aussi, indépendamment de la garantie pour la jeunesse, je voulais aussi signaler le fait que la Commission s'est engagée à améliorer la qualité de l'emploi, par exemple par le socle européen des droits sociaux. Aussi, la directive sur les conditions de travail transparentes et prévisibles, et tout l'acquis avec les directives sur les temps de travail, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des parents et des aidants. Il y a aussi un directive là, dessus, et la recommandation du Conseil sur l'accès à la protection sociale. On a aussi une stratégie européenne en matière de compétences, avec un pacte sur les compétences, une alliance européenne pour l'apprentissage, un cadre européen pour un apprentissage efficace de qualité, un cadre de qualité pour les stages. Vous voyez qu'il y a plein d'initiatives dans les domaines. Et aussi, 2022, comme vous le savez peut-être, c'est l'année européenne de la jeunesse. Et là, il y a un accent très fort aussi sur les processus participatifs. Ça a été mentionné déjà dans le cadre de la conférence sur le futur de l'Europe. Et donc, un accent sur les processus participatifs et sur la co-création. Donc voilà, très rapidement, puisque je pense qu'on a un tout petit peu en retard, mais je voulais quand même donner quelques éléments de contexte pour savoir que vous sachiez ce qu'on fait à la Commission en ces moments, où, surtout sur l'emploi des jeunes. Donc, par rapport aux conclusions, au constat du rapport, je voulais peut-être signaler aussi sur les rôles des nouvelles technologies, comme des outils pour transformer les regards des jeunes sur le monde du travail. Je pense que nous, à la Commission, aussi les États membres, les gouvernements, les administrations publiques, ils font déjà ça dans une certaine mesure,
avec l'utilisation des réseaux sociaux pour des événements, des conférences, des campagnes d'information, mais aussi parfois pour la communication directe avec les jeunes. Il y a des projets pilotes et pas des projets pilotes, aussi des procédures déjà établies pour la communication directe avec les jeunes dans certains programmes. Et aussi, même certaines administrations ont développé des applications, des apps, pour la recherche de l'emploi, pour la formation. Après, sur la rémunération aussi, j'étais surpris, mais j'ai pu comprendre aussi que c'était la moitié. Donc, j'avais dit avant, vous avez dit que c'était seulement la moitié. Donc, je ne sais pas à quel point. Moi, je pense que la rémunération est le critère le plus important. Surtout, parfois, il y a beaucoup de gens, et là, je voulais aussi signaler ça. On ne doit pas oublier l'effet que même en Europe, et pas seulement dans les autres pays qui ont été mentionnés, il y a une masse de jeunes qui sont vulnérables. Donc là, on a tendance aussi à oublier ça. Et là, pour eux, même la rémunération, c'est même pas un choix. Et être indépendant ou pas, c'est pas un choix, parfois aussi. C'est laisser le moyen. Et c'est évidemment, oui, c'est très difficile d'entreprendre. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait que les jeunes se sont peu préparés, même les jeunes qui sont hautement qualifiés, avec une formation, avec une étude supérieure. Il y a là, il manque une méconnaissance du monde du travail, une méconnaissance de l'entreprise, des attentes qui ne sont pas réalistes aussi parfois sur le monde du travail. Et là, il a du travail à faire. Et il a des services publics d'emploi, mais d'autres programmes aussi, parfois des organisations privées qui travaillent sur la gestion de ces attentes et la formation sur les soft skills. Et là, je pense aussi très important pour que les jeunes soient prêts pour entrer dans le monde du travail. Et c'est encore plus important pour les jeunes moins qualifiés et pour les jeunes les plus vulnérables. Sur la recommandation aussi, peut-être, je pense que pour les CETA, organisations internationales, travailler sur des formules différentes d'insertion en entreprise, je pense qu'on fait déjà ça, avec des programmes de deuxième chance, mais pas seulement, avec des adaptations et une modernisation de la politique active sur le marché du travail dans les États membres, qui est en cours avec dessiner des programmes qui sont plus effectifs avec des meilleures évaluations et sélections des profilage des participants, une formation préparatoire avant même de commencer les programmes en soi. Et bon, je pense qu'on est là, même s'il y a encore du chemin à faire. Et sur les soft skills, l'effet d'inclure l'enseignement au lycée, à l'université, les soft skills, je pense que je déjà mentionné un peu l'importance qu'on donne à cet aspect aussi, parce que c'est très important, et peu importe le profil de jeunes. Et là, peut-être, on peut trouver un rapport avec ce qui vient d'être dit sur les attentes, peut-être parfois pas réalistes des jeunes sur les entreprises, ou sur le rôle des entreprises, et ce qu'on peut attendre en tant qu'individu des entreprises. Et voilà, c'était très rapide, mais je voulais laisser le temps pour les questions-réponses. Merci beaucoup Pablo. Et en fait, ce que j'ai remarqué dans l'étude, c'est les bons résultats de la France, en fait, comparés à l'Afrique du Sud, au Brésil et aux États-Unis, des résultats à peu près comparatifs à ceux de la Chine. Et ce que je me suis dit pour la France, donc un exemple de l'Europe, c'est que ces résultats positifs sont peut-être les résultats des politiques volontaristes nationales en France et des outils et des politiques de la Commission. Voilà, c'était une réflexion que je me faisais par rapport à ces bons chiffres. Je voudrais ouvrir le débat ou les questions des uns et des autres, dans la salle, bien entendu, et aussi sur Zoom. Je vais peut-être d'abord voir dans la salle s'il y a des réactions, des commentaires des uns et des autres. Je vois une ici, après, je vous en prie, monsieur. Merci pour toutes ces interventions. J'avais trois remarques que je souhaiterais
insérer dans le débat. Parce qu'on a parlé de trois choses qui me semblent assez différentes ce matin. La première, c'est l'emploi. On doit être employé par autre chose qu'une entreprise. La deuxième, c'est l'entreprise qui peut recouvrir la réalité de la très grande majorité des entreprises qui ont moins de 20 salariés et les très grandes entreprises, troisième sous-ensemble. Donc on parle de trois choses, somme toute, assez différentes. Je ne sais pas comment l'étude réussit à différencier finalement ces trois concepts. Le deuxième point, et je souhaiterais rebondir sur ce que vous disiez en conclusion, madame, effectivement, il y a un paradoxe lié à l'argent. Et je ne sais pas là aussi si l'étude permet de voir finalement dans chacun des pays quel est le montant minimal qu'il faut avoir par mois pour pouvoir vivre ailleurs que chez ses parents et pour pouvoir être autonome, parce que du coup, ça explique peut-être aussi certainement cette focalisation sur la rémunération. Donc, est-ce que vous avez une idée dans l'étude finalement de la proportion ou de la part des jeunes qui ne sont plus dépendants de leurs parents? Et troisième remarque, et là ça se réfère plus à mon expérience de parents d'élèves, des enfants qui ont 16 ans, qui sont en classe de seconde de lycée français, et je suis extrêmement surpris par tous les sujets politiques qui sont intégrés dans les différents cours, que ce soit sciences économiques et sociales bien sûr, mais aussi sciences physiques et chimie, et où on donne de l'entreprise. En fait, on présente aux enfants des problèmes d'inégalité, de développement, d'absence de durabilité, et on en attribue tous les mots en fait aux entreprises. Donc après, comment s'étonner de cette défiance? Voici mes trois petites contributions à ce débat. Claude, éventuellement, vous voulez... Oui, peut-être, oui. Ah, non, mais je peux rester donner ici. comme ça, on voit dans la caméra. Je peux rester. Merci. Proche du micro. Voilà. Je vais partir de la troisième à la dernière question. Oui, il disait monsieur que... Je suis en train de parler, bon, c'est pas grave. Monsieur disait que les jeunes étaient peut-être, on leur parlait de choses au sein de leur classe, etc. Il n'est pas du tout impossible qu'effectivement, tous les jeunes qui ont été testés, enfin tweetés, soient effectivement influencés par ce qui s'entend à l'école. Hein. Ça c'est quelque chose qu'on n'a pas travaillé parce qu'on n'a pas cherché. Mais ce que vous dites, monsieur, n'est pas complètement faux. Si je peux me permettre. Mais c'est pas complètement faux. On a cherché, c'est tout à fait exact. Oui. On a cherché. Moi, quand oui. j'étais en aparté avec. Non, mais quand je dis on, c'est dans l'étude, c'est oui, pas oui, vous. Ah oui, oui. On ne parle pas de non. Ce que je veux dire, c'est que je partage tout à fait ce qui a été dit sur le fait que, par exemple, le très bon exemple du lycée français ici, je veux dire qu'en tant que représentant d'une entreprise française pendant des années ici, mais en tant aussi que collègue des autres, on a eu la porte fermée à double tour quand on a voulu parler de l'Europe, des enjeux des élections, de l'importance des députés européens pour les entreprises. C'est fermé à double tour. Le monde de l'entreprise au lycée français, c'est on ne veut pas vous voir. Excusez-moi, il y a une schizophrénie parce qu'en fait, on demande aux enfants de faire un stage d'observation. En fait, c'est un autre paradoxe. On leur demande de faire un stage d'observation en entreprise, on leur demande de s'orienter très très jeunes dans des voies professionnelles, et en même temps, on leur donne cet enseignement qui quand même incite de la répulsion vis-à-vis de ce monde. Ouais. On voit toute la tension, effectivement, parce que c'est un travail qui se fait avec les lycées. Oui. On va peut-être pas, effectivement, élaborer sur le cas précis parce que je ne connais pas. Mais je reçois tout à fait ce que vous dites. Hein, mais je veux dire, c'était pas l'objet, puisque là, si on essaie de recadrer, c'était pas l'objet de notre étude. Mais je conçois que peut-être les gens soient influencés. Cela dit, nous, je replace que c'est quand même des étudiants de 5 pays complètement différents. Parce que là, on a beaucoup parlé, finalement, c'est une vision un peu occidentale, hein, quand même. Hein, on n'a peut-être pas les mêmes raisons. On a le même constat, mais on n'a peut-être pas les mêmes raisons. Voilà. Pour des jeunes Chinois, des jeunes Africains, et encore, on a fait l'Afrique du Sud parce que ce qui est mal, c'est l'Afrique du Sud. On n'a pas non plus vu de l'Afrique dans sa totalité. Enfin, vous voyez. Bon, voilà. Donc, ça, c'est une première chose. C'est tout à fait, je pense que vous dites tout à fait recevable, mais
peut-être dans le monde un peu occidental et peut-être en Europe. Voilà. La deuxième chose, vous disiez, est-ce qu'on a déterminé le seuil à partir duquel on doit pouvoir, le seuil de salaire, enfin, de revenu, à partir duquel il faut qu'on travaille, ce que je disais tout à l'heure. C'est pas... Voilà, ça non, on n'a pas, c'était pas l'objet non plus. L'objet, c'était de saisir les perceptions des jeunes sur 5 sujets politiques, hein, on l'a bien dit tout à l'heure, dont le travail. Parce qu'on considère que le travail, c'est un sujet politique, économique et politique, si vous voulez. Mais effectivement, si on doit aller plus loin dans cette réflexion, ce que j'espère, c'est un sujet qu'il faut prendre en compte. C'est absolument évident, parce que, bon, voilà, quand on se soucie de sa rémunération, c'est aussi peut-être qu'on a des raisons de s'en soucier. Et c'est peut-être encore plus important dans des pays où les revenus sont plus bas. Hein, bon, voilà. Et quant au premier point, alors attendez, c'était quoi? Ça me... Ah oui, grande entreprise, petites entreprises, etc. Non. Alors ça, on n'a pas fait non plus, parce que je vous répète, le travail faisait partie des 5 sujets politiques qui avaient été vus. Cela dit, c'est même intéressant. C'est dommage que Xavier ne soit plus là, mais c'est intéressant de voir qu'en fait, ils n'ont pas fait de différenciation. Moi, je vous renvoie la balle, c'est-à-dire qu'on aurait pu avoir, parce que franchement, l'écoute, elle a été extrêmement fine, très très fine. Vous passe, mais ça s'arrêtait pas encore à l'époque, mais c'est des milliers et des milliers. Nous, on s'est quand même tapé entre guillemets des choses comme ça, de données, etc. Et ça, c'est un sujet que je reçois complètement. Vous avez raison, c'est pas pareil la small company et la grande et la medium. C'est un sujet qui n'a pas été soulevé. Donc, ça veut dire aussi que l'image est globale. Et peut-être que c'est pas bien qu'elle soit globale, parce qu'en effet, c'est différent. Sauf que les jeunes ne voient peut-être pas trop cette image différente. Voilà. Je pourrais répondre comme ça. Je voudrais vous passer la parole, vous avez demandé la parole. J'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit sur le paradoxe des jeunes qui attendent beaucoup des entreprises, mais qui aussi regardent la grille de salaire. Ça, je pense que c'est chez nous, en Occident, énormément. Et comme vous l'avez très bien justement mentionné, je pense que dans les pays du Sud ou en développement, ce n'est pas les mêmes attentes, on n'a pas le choix et c'est imposé. Mais ça, chez nous et en France, parce que du coup, je fais mes études en France, c'est très vrai. Et je le regrette aussi. Moi, je suis plutôt du côté ONG et développement, donc je ne vais pas forcément regarder le salaire, mais d'abord l'action, le peace building et ce qui se passe sur le terrain. Mais cette approche est très vraie, et même des grandes écoles françaises, je viens de Dauphine, et c'est très vrai. Ça va faire du développement, mais on attend aussi un salaire assez élevé. Ensuite, par rapport à la commission, j'aimerais vous faire une petite remarque. Alors, moi, de l'Union européenne, au moment où je travaille au Parlement européen, je connaissais que Erasmus comme programme européen pour les jeunes. Maintenant que je suis dans les institutions, je suis les pages Instagram, Twitter de la Commission très, très active, très vrai. Mais ça ne passe pas au niveau des étudiants et des élèves, même en France, hein, je viens du 5e arrondissement, j'étais à Henri IV, on ne nous enseigne pas les différents programmes. J'aimerais bien que ce soit inclus dans les cours d'éducation civique qu'on a en France. Qu'est-ce que fait la Commission? On se perd. Il y a même moi, il y a beaucoup de programmes. Je ne sais pas si c'est centralisé ou quoi. Par exemple, pour les étudiants qui sont plutôt dans l'entrepreneuriat, l'entreprise, les étudiants de Dauphine, par exemple, typiquement les programmes que vous avez nommés d'accompagnement, etc., ça serait bien qu'on ait de l'information, mais au niveau national, donc je ne sais pas si ça peut être possible de s'harmoniser au niveau de l'éducation nationale, mais en tout cas pour la France, ça serait bien. Et voilà, c'était pratiquement mes remarques là-dessus. Merci pour ce témoignage et ces informations. Je propose de passer au... Est-ce que vous aviez demandé? Je vous en prie. Is it okay if I ask the question in English? Of course, we will translate. First of all, thank you very much for your contributions. My question is towards Ms. Beatrice. I like the fact that you've taken a very pragmatic point of view when it comes to the governance of the companies that you have been dealing with. I wanted to also make a comment on what you have mentioned about the fact that the youth expects the companies to take a stance about climate change, whereas at the same time we're looking for higher compensation and the financial compensation of this issue. So my question is that, what is your opinion? Can you please elaborate on this, and also the chief happiness part that you have mentioned earlier? Just because I feel that the youth and in general people are asking for more compensation
because we have normalized the fact that in order to work and to tolerate bad working conditions, we need to be compensated more for it, because we have normalized the fact that the working environment is not the ideal for us. In addition to the food crisis and the inflation that has been decreasing the purchasing power of people. So at the same time, I want to understand your point of view on whether paying attention to development and the training and the human being, the mental health of people within the organization. How do you see this, and how do you confront this in your everyday life and work, and how you connect that to the chief happiness part, which I would like you to elaborate on if you're able to. Thank you. Should I answer in English or in French? There is interpretation. So interpretation is English or Vous pouvez répondre en français parce qu'elle entend la traduction en anglais. Parfait, très bien. Oui, enfin, je me place dans la peau d'un jeune, et pour moi, ce ne serait peut-être pas forcément la rémunération de départ qui est importante. Sorry, excuse me, I can't hear it. If you don't mind to answer this in English, I would really appreciate it. If it's hard for you, it's okay. Okay, no problem. So what I wanted to say that if I put if I put myself in the shoes of a young person, trying to find a company, I would not look for the remuneration first of all. What I would like to look at is really the remuneration policy. So how the company rewards their staff. Are there any training programs that you can follow in order to grow in the company? So for me, it's more what you will get in the coming years than what you will get at the beginning. So I think that's something that people should look at, and the rewarding part for me is certainly the most important. It's also a way really to engage you in the company in the long term. What are the developments that you will have in the company, how you will develop yourself in the company. So I think that's for me the most important part. But of course, I fully understand that remuneration at the start is key, especially in certain countries. But nevertheless, I think personal development within a company is also key. I would propose we continue this conversation over lunch, because we are inviting you for lunch. The people. But of course, we have the Q&A from Zoom. Alors, je pense qu'on pourrait prendre maximum 2 questions Zoom. Après, je vous invite à faire une photo de famille, y compris avec Zoom. Puis après, on pourra déjeuner et continuer cette discussion autour d'un buffet qui est servi. Flora, oui. Tu as la parole. Oui, alors nous avons des questions de la part du PAD Business Network, People of African Descent, qui sont connectés depuis le Congo. Alors merci beaucoup à Dido et puis aux jeunes avec qui il est aujourd'hui, qui posent des questions qui ouvrent le champ de nos discussions plus au développement international. Et leurs questions sont comment introduire nos dossiers de financement, comment faire pour mettre en contact les jeunes à l'international, les étudiants worldwide dans le cadre des Nations Unies, point d'interrogation, que faire pour être en règle avec ECOSOC des Nations Unies. Donc voilà davantage de questions sur la relation avec les Nations Unies. Nous pourrons aussi échanger, Guido, dans le cadre de discussions futures après cette conférence sans problème. Alors, bon, la relation avec les Nations Unies, nous avons, enfin, c'est notre activité à 100%, nous avons des programmes d'assistance technique dans l'ensemble des pays en voie de développement qui visent justement à renforcer l'entrepreneuriat. Nous avons des programmes de support d'assistance à l'entrepreneuriat en Afrique, en Asie, en Amérique latine, dans les pays d'Afrique du Nord, etc. Et donc, Guido, je vous invite à venir au bureau et à se connecter par Zoom et nous pourrons ensuite parler des différents dossiers. Une autre question, Flore? Une dernière?
C'est tout. C'était la dernière. Le chat en ligne. Bon, bah écoutez, je crois qu'on peut conclure. Un grand merci à vous d'être venus et d'être restés en ligne. Je vous proposerai peut-être de faire tous une photo avec les uns et les autres. Si vous pouvez allumer vos caméras, comme ça on peut faire cette photo. Et ensuite, nous invitons à un déjeuner syrien. Nous avons demandé encore un certain. C'est où pour la photo là? On peut se mettre en groupe ici là, comme hein? ça. Oui, là. Je vais demander à. C'est l'organisation, oui. Yeah. Venez. Hein. Est-ce qu'on voit les. On ne va pas les voir. Du coup. Donc, on va un peu se décaler. On va se décaler. Un peu par là. Comme ça. Voilà. Voilà. Mais c'est un petit lac. Voilà. Oui, c'est En deux groupes. Voilà, exactement. Voilà, on a une. Vous voyez tout le monde là? Parité. Oui, Guy. Oui. Venez. Comme c'est assez grand. Bon, c'est pas. Here, I will leave that floor and let's move over to. Voilà. Yes, we've been a little. 3, 2, 1. One more. Anna, tu fais avec le rouge? Ouais. Là, c'est un silence. Merci. Bah, merci, hein. Merci. Merci aux intervenants. Thank you everyone, and we wish you a very good afternoon. Goodbye.